Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler de deux romans que vous avez écrits. Tout d'abord La Bulgare, le roman de Milena que tu as publié l'an dernier. Et puis le roman de la vieille, le livre d'Imayan que tu as aussi publié l'an dernier. Oui. Et j'ai donc lu ces deux livres et j'ai remarqué qu'il y avait des points communs importants entre les deux ouvrages. Mais avant d'entrer dans les détails, je voudrais déjà que vous me disiez d'où est venue l'envie d'écrire et pourquoi ces histoires en particulier. Je te laisse la parole. D'accord, si tu veux. Moi j'ai toujours écrit depuis l'âge de 13 ans. Donc j'avais déjà écrit 2 romans non publiés avant celui-ci. En plus c'est un récit de voyage quand j'étais partie au Bénin. L'écriture et la danse ça a toujours été des arts en fait que j'ai développés et qui me sont chers. Donc c'était très imbriqué l'un dans l'autre. Et celui-ci c'est un peu particulier. Donc je suis danseuse orientale et je voyageais beaucoup au Maghreb et au Moyen-Orient. Et en fait, un jour, puis je suis d'origine franco-italienne. Et un jour, je suis allée en Auvergne et je suis rentrée dans une église. Et en rentrant dans l'église, je me suis dit, waouh! En fait, j'avais l'impression qu'il y avait tout un héritage symbolique et culturel qui ne m'avait pas été transmis en tant que Française. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais toujours fourrée ailleurs et ce qui me manquait ici. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du roman. Voilà. Pour ma part, la littérature est très importante. Dans ma vie, dans ma famille, du côté de mon père, il y a des éditeurs, une correctrice pour des maisons d'édition. Moi-même, j'ai fait des études de lettres en France. Lorsque je suis arrivée à 18 ans, j'ai fait des études de lettres modernes et plus spécifiquement littérature médiévale. Et l'écriture, c'était un rêve que je n'osais pas réaliser, au fait. Et c'est pendant le Covid que je me suis enfin lancée. Pendant le premier confinement, je me suis dit, allez, on y va, j'ai pas grand-chose à perdre, j'essaye. Voilà. Et ça a été tellement addictif que je comprends complètement les gens qui ne font que ça toute leur vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots vos romans? Oui, Vas-y. alors je commence à la Bulgare, qui se situe en Bulgarie, sur un laps de temps très court. En 3 semaines, tout va se créer, les personnages vont se rencontrer, l'intrigue va se mettre en place et elle va aussi se résoudre. Il y a 6 Français qui arrivent en Bulgarie, ils sont tous invités par les mystérieux propriétaires d'un domaine privé au bord de la mer Noire pour passer des vacances. Ils ne se connaissent pas entre eux, ils sont tous les 6 très compétents et reconnus dans leur métier respectif. Et c'est en Bulgarie qu'ils vont apprendre à connaître et à aimer la Bulgarie, et aussi ça va les ramener en arrière dans leur propre vécu, qui est de loin ou de près toujours lié à la Bulgarie. L'intrigue policière consistera tout simplement en une enquête, puisqu'il y a une femme qui va se jeter des falaises du domaine dans la mer, et les 6 Français vont être forcément partie prenante de cette enquête policière. Voilà. Alors moi, mon roman se passe dans 2 temporalités. Il y a une partie qui se passe au XXIe siècle et une partie au XIIIe siècle. Et c'est le premier d'une trilogie, en fait, qui va se dérouler tout au long du XIIIe siècle. C'est un siècle qui est absolument fascinant dans l'histoire des héritages symboliques en France et dans l'histoire des femmes. C'est pour ça qu'en fait, je voulais faire se dérouler mon intrigue tout au long du XIIIe siècle en suivant une héroïne tout au long de sa vie. Donc, mon héroïne du XXIe siècle est une femme d'affaires à qui tout réussit. Elle a récupéré l'entreprise de son père. Son père est décédé 10 ans plus tôt et il s'est suicidé et on ignore pourquoi. Ça fait partie de l'intrigue qui va se résoudre aussi au fil des tomes. Elle met au monde sa petite fille le jour de l'enterrement de sa grand-mère. Et ce jour-là, un ami de la famille va lui remettre un manuscrit. Au moment de la naissance de sa petite fille, en fait, elle tombe gravement malade psychologiquement. Enfin, elle fait une espèce de dépression postpartum assez importante, au point que les gens de sa famille pensent peut-être l'hospitaliser parce qu'elle a du mal à prendre soin d'elle. Voilà. Donc suite à ça, elle va s'enfuir et puis elle va aller dans une maison à Toulouse et il va s'en suivre du coup tout un parcours initiatique
à la fois au XXIe siècle et à la fois dans la lecture du manuscrit qui lui se déroule au XIIIe. Je suis pas très claire. Si, c'était très clair. Imayan, tu es danseuse orientale, chorégraphe et professeure de danse. Milena, tu es chanteuse traditionnelle bulgare. Tu es compositrice, tu es professeure de chant, tu es coach artistique et peintre. Et ça se sent dans vos livres. Vous y parlez beaucoup de vos passions respectives. Oui, je pense que tu as tout dit. Ce sont nos passions respectives et on se connaît avec Imayan depuis plusieurs années maintenant et on sait que c'est ça qui nous meut et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Et effectivement, mon livre s'appelle La Bulgare, forcément c'est très lié à mon histoire, l'histoire de mon pays. Il y a à l'intérieur un musicien, il y a un géobiologue, c'est que des thématiques qui m'intéressent. Il n'y a pas de peintre, c'est vrai que je n'ai pas mis de peintre. La gouvernante du domaine est comme un coach pour les 6 Français, quelqu'un qui les aide et qui les accompagne dans la compréhension des choses pour eux. Et que puis-je dire d'autre? Il y a un écrivain, bien sûr. Mon roman est né en même temps qu'une certaine évolution que j'ai eue sur le plan de la danse et sur le plan de la conscience corporelle et sur le plan du développement spirituel par le corps. Oui, effectivement, je pense qu'on peut sentir que je suis danseuse par ailleurs à la lecture de mon livre. Et c'est surtout mon amour en fait pour la musique et la vibration que j'ai voulu transmettre en fait et dans mon écriture. Essayer d'avoir une écriture qui soit charnelle en fait, très en lien avec quelque chose de plus corporel et pas intellectuel, malgré le fait que je donne énormément d'infos quand même qui sont de l'ordre anthropologique dans mon roman. Je voulais vraiment quelque chose qui soit viscéral et charnel, et dans l'écriture et dans la transmission de l'aventure et des connaissances. Je parle aussi énormément des artistes en fait, de la manière dont on peut s'exprimer à travers l'art au XXIe siècle. Le personnage de Gabrielle par exemple, qui est une femme qui a décidé en fait de s'exprimer pleinement au point de vue artistique et tout le long de sa vie, puis ne faire que ça. Et d'autres personnages au Moyen-Âge, parce que c'est une époque qui me touche vraiment, parce que j'ai trouvé dans le Moyen-Âge la même chose que j'avais trouvé au Maghreb et au Moyen-Orient, c'est-à-dire que les arts et la vie du quotidien ne sont pas séparés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de rappeler ça. En France, c'est très très segmenté. C'est très compliqué de faire des études de musique et d'art. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de parler d'une époque où les choses n'étaient pas segmentées et tout était interrelié. Cette époque, elle est encore en Bulgarie. Voilà. Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que dans beaucoup de cultures encore, voilà, c'est encore en Bulgarie parce qu'au fait, c'est l'art, la musique, les chants traditionnels, notamment celles des femmes, mais aussi beaucoup les chants orthodoxes que les hommes véhiculaient pendant l'occupation ottomane. C'est ce qui nous a permis de nous conserver en tant que peuple, en tant qu'identité culturelle. Donc c'est ancré en nous. En fait, encore aujourd'hui, on chante autour d'une table comme on mange et comme on boit. On ne dit pas qu'on va le faire, on le fait. Voilà, moi c'est exactement typiquement le genre de choses qui me manquait en France. C'est-à-dire pour faire de la musique, il fallait aller à l'école de musique, pour apprendre à peindre, il fallait aller à l'école de peinture. Oui. Et quand je voyageais, les gens, c'est ça, c'est exactement ça. Ils cuisinaient, ils chantaient, ils faisaient le ménage et ils chantaient. Enfin, voilà, les chants font partie de la vie quotidienne à cette époque-là dont parle ton roman. Et encore en Bulgarie aujourd'hui en ce qui nous concerne, même si ça a tendance à se perdre, bien sûr, un petit peu, avec l'industrialisation des grandes villes. Maintenant, si on se penche sur le synopsis de vos romans respectifs, le point commun, c'est le mystère. C'est l'intrigue qui existe dans chaque livre. Vous avez déjà raconté l'histoire tout à l'heure, donc on va peut-être pas revenir sur les intrigues. Un autre point commun, c'est que vous avez écrit 2 textes qui se passent au XXIe siècle, des textes réalistes, qui se passent en France et en Bulgarie. Mais dans ces textes réalistes, on voit apparaître parfois des événements surnaturels. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Qui commence ? Je vais me lancer. Le surnaturel
ou plutôt le mystérieux, ou le merveilleux, j'aime encore mieux ce mot-là, survient en Bulgarie depuis la nuit des temps. Déjà, la Bulgarie, en tant que peuple aujourd'hui, est composée de plein d'ethnies différentes, les proto-bulgares. Il y a aussi des Slaves qui se sont mélangés. On est tous arrivés aussi sur la terre des Thraces. Au Moyen-Âge, notamment au 9e, 10e, 11e siècle, c'était le carrefour de toutes les civilisations, puisque les croisades sont passées par là, donc ils ont laissé aussi leurs traces. L'Empire ottoman, ensuite, pendant 5 siècles, il a laissé aussi des traces. Donc tu vois, ça fait un peuple très riche et qui, malgré tous ces mélanges, a su conserver une identité très forte pendant tous ces siècles. Et c'est aussi grâce au fait que il y a du merveilleux énormément dans les mythes et les légendes de ce peuple. Quand il y a quelque chose de super difficile qui arrive, comme une guerre, ou comme une occupation, ou comme une famine, comme une extermination, un génocide ou quoi que ce soit, à quoi on se raccroche? Aux personnages merveilleux, surnaturels, mystérieux, qui viennent comme des sauveurs de quelque part pour nous aider. Et la présence de tant de personnages dans l'histoire d'un peuple et d'une ethnie s'explique aussi par le fait qu'elle a beaucoup souffert par le passé. Encore aujourd'hui, on a des nymphes, on les appelle des samodivi, c'est des espèces de nymphes des forêts, ou nymphes des lacs, ou nymphes du vent. On a des ogres, on a des dragons, on a beaucoup de personnages maléfiques de l'ordre des vampires. On a plus de 50 mots en bulgare pour dire les différents types de vampires. On a énormément de personnages et maléfiques et bénéfiques qui viennent toujours se mettre sur la route d'un personnage littéraire ou d'un héros de chanson populaire, tout simplement pour le tester. S'il a fait plein de belles choses dans la vie, il va être récompensé parce que des personnages merveilleux, positifs vont être mis sur sa route. Et s'il a des leçons à apprendre ou des choses un peu compliquées à comprendre dans son vécu, eh ben on va lui envoyer des personnages plutôt maléfiques pour qu'il apprenne ses leçons. Il se retrouve forcément dans mon livre parce qu'il y a un ethnologue parmi les 6 Français qui s'intéresse notamment à ces personnages-là, aux mythes, légendes. Ils font partie des chansons populaires, ils font partie de l'âme même des Bulgares. Ça me touche beaucoup que tu as employé le mot merveilleux parce qu'effectivement au Moyen-Âge, ils appellent ça la merveille. Et la merveille, c'est toutes les expressions surnaturelles qui interviennent dans le quotidien. Donc c'est sûr que l'esprit cartésien actuel va dire mais non, ça n'existe pas. Mais en tout cas, effectivement, ça crée une sublimation du monde. Un peu comme l'art imbriqué dans le quotidien amène une sublimation du monde, les histoires et les légendes amènent aussi une sublimation. Nous, ici, on les a gardées uniquement pour les enfants. C'est-à-dire qu'une fois adulte, on est censé ne plus avoir d'histoires qui nous consolent, en fait, ou qui nous amènent un éclairage un peu particulier. Et on est censé avoir un rapport au monde très, très logique. Et alors que la merveille, ça amène une forme d'éclairage non logique, mais qui parle à l'âme, ou qui parle au psychisme. Intangible. Voilà, intangible. Et donc j'ai intégré effectivement dans mon roman des choses qui ne sont pas logiques, enfin qui sont un peu merveilleux. Je voulais pas faire un livre qui soit un livre de science-fiction ou un livre. Je voulais que ça soit réel, mais que dans ce réel, tout d'un coup, la merveille du Moyen-Âge ou la manière de percevoir le merveilleux qu'ont certains peuples réapparaissent dans le XXIe siècle, comme elle apparaissait tout d'un coup au Moyen-Âge pour les gens. Donc, effectivement, on ne peut pas savoir si est-ce que ça apparaît vraiment ou est-ce que. Donc, j'ai vraiment étudié le folklore français pour faire apparaître ces choses merveilleuses. Et j'ai essayé de garder l'ambivalence, c'est-à-dire l'ambiguïté. On ne sait pas si c'est le psychisme des personnages qui invente l'apparition des choses merveilleuses ou si elles apparaissent vraiment. Parce que du coup, c'était pas très important pour moi. Ce qui était vraiment important, c'est de ramener ces touches de non-rationalité
qui permettent du coup d'avoir une vision du monde plus large, plus ample. C'est exactement ça, et tu le sais, dans mon roman, c'est Peter qui incarne pleinement cette dualité, encore aujourd'hui dans plein de nos contemporains, quand on a envie de croire dans la merveille, quand on a envie de la sentir, et quand tout notre esprit nous dit, esprit cartésien, occidental, qui nous dit mais non, en fait c'est n'importe quoi, ou ça part dans le New Age alors que ça n'a strictement rien à voir avec le New Age. C'est ça. Peter, c'est quelqu'un qui va apprendre en Bulgarie à accepter, à accueillir cette part en lui de personne non rationnelle mais sensorielle, qui va devoir apprendre à faire confiance à son intuition. Baya Bojana, la gouvernante, va l'aider énormément pour ça, ce sera d'ailleurs son rôle, et c'est aussi pour cela qu'il se retrouve dans ce pays-là. Et donc d'un scientifique très cartésien, même s'il est géobiologue et qui dans la géobiologie, par le biais scientifique, on parle beaucoup de vibrations de la Terre, de fréquences des êtres et des sols, etc. Lui, il va apprendre à faire confiance à son intuition et à se découvrir encore une dimension en lui au-delà du scientifique. Et disons que le scientifique en lui va se réconcilier avec l'intuitif et le sensoriel en lui. C'est un personnage très important pour moi, qui incarne pleinement ce que tu dis. Et qui en Occident se joue un petit peu entre les deux époques, Moyen-Âge, époque contemporaine, et qui en Bulgarie continue, comme pour les chants populaires, à aller main dans la main à travers le temps. Dans vos deux romans, il y a aussi pas mal de sauts dans le temps. Enfin, les textes ne sont pas tout à fait linéaires, et c'est souvent le passé qui vient éclairer le présent. Oui, mais oui. Alors attends que je réfléchisse 2 secondes. C'est ces personnages du Moyen-Âge qui viennent guider le personnage principal du XXIe siècle. Oui, je pense que dans le livre d'Imayan, je pense que c'est encore plus important. Parce que réellement, l'histoire se passe sur 2 niveaux temporels. En fait, je voulais montrer que les questionnements, en fait, qu'il y a une espèce d'intemporalité des questionnements des êtres humains. Et que de tout temps, en fait, j'ai voulu parler de ces êtres humains qui essayent, tant bien que mal, de se questionner sur qu'est-ce que c'est l'harmonie, comment on crée un monde harmonieux. Ils n'y arrivent pas souvent. Mais en tout cas, ça me paraissait important de parler de ces humains qui s'interrogent sur comment créer un monde harmonieux. Et au Moyen-Âge, c'était très fort parce que du coup, il y avait encore une grande influence pythagoricienne. Et Pythagore était un grand philosophe qui s'est beaucoup interrogé là-dessus, sur l'harmonie du monde et comment on crée une société harmonieuse. Alors pour moi, c'était important de mettre 2 héroïnes, une héroïne au XXIe siècle et une héroïne au XIIIe siècle, qui évoluent toutes les deux dans des mondes où elles s'interrogent sur leur impact dans la vie, et pourquoi elles sont sur Terre, et qu'est-ce qu'on y fait sur cette Terre, et quelle responsabilité on a par rapport à son environnement, et la responsabilité de nos actions, de nos choix. Et j'ai voulu montrer qu'en fait ces questions étaient intemporelles en mettant justement le parallèle entre les 2 époques. Voilà. Tandis que dans mon roman, les sauts dans le passé, c'est des sauts dans un passé très court, au fait, puisqu'ils font il y a des flashbacks dans l'histoire de chacun des 6 personnages. Parce qu'une fois en Bulgarie, c'est la Bulgarie qui va réveiller en eux cette envie d'analyser ou de comprendre ce qui s'est passé dans leur passé. Donc on reste quand même dans un laps du temps d'une vie humaine, voilà, et non pas d'époque. Et puis ces sauts dans le temps sont vraiment propres à eux et à leur histoire personnelle. C'est là où nos 2 romans diffèrent. Dans le mien, on ne se pose pas autant la question sur l'impact des choses, et pour cela, il est moins écologique, mon roman, que le tien. Voilà, c'est différent, et tant mieux. C'est plus d'éclairage psychologique sur l'évolution. Oui, c'est plus sur l'âme humaine personnelle, ouais. Et sur les différents caractères que ça m'intéressait de creuser, plutôt que sur l'humanité de façon un peu plus globale. Mais en fait, l'un rejoint l'autre, forcément. Parce que de toute façon, on ne peut pas changer les mentalités d'une humanité ou d'une époque.
si on commence pas par travailler sur soi-même. Et d'ailleurs, tes héroïnes le font très bien aussi. Oui, oui, elles sont un peu Voilà. torturées. Voilà. Ça tombe bien, j'avais justement une question sur vos personnages. Parce qu'il y a Oui. des personnages dans chaque roman qui se ressemblent. Il y a des jeunes femmes fortes qui ont des prénoms qui commencent par des A. Donc Albena dans la Bulgare. Elles sont Et- d'ailleurs, voilà, il y a 3 femmes de 3 âges différents parce que dans le tien, il y a quand même Adela qui est jeune, Mhm. il y a la vieille bien sûr, et la mienne qui est entre ces âges-là, Albena qui est environ dans les 35 ans. Voilà. Mhm. Je ne vais pas te dire plus parce qu'il ne faut pas Et puis dévoiler. la mère, je sais pas comment tu le prononces, si tu dis Adela ou si tu le prononces différemment. Non, c'est Adela. Ok. Ça marche. C'est vrai qu'Adela, Albena, enfin, c'est la chose qui m'a marquée quand je lisais. Je me dis, mais il y a beaucoup de A. Mhm. Et c'est Chloé qui a eu cette lumineuse idée, l'alpha de... C'est moi qui l'ai dit. Oh, putain, je me souvenais plus. Mais oui, non, j'ai juste relevé cette concordance ou synchronicité. Je sais pas si tu avais spécialement pensé à cette lettre en... Moi, il s'est trouvé qu'en faisant des recherches sur les prénoms dans le sud de la France, Il y avait beaucoup du de... coup, il y avait énormément de A. Mon compagnon m'a dit d'ailleurs, ça fait un peu cliché tous ces personnages en A féminins. J'ai dit, bah, en fait, elle s'appelait juste comme ça, la plupart des femmes, donc je n'ai pas inventé. Alors que les prénoms bulgares sont féminins. De Mhm. base, ils se terminent par un A. Voilà, c'est ça. Voilà, alors moi, Albena, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et en plus, Albena, c'est un personnage littéraire Mhm. sur lequel l'écrivain dans mon bouquin va travailler. Et puis, Albena, c'est le parangon de la beauté bulgare dans cette région de la Bulgarie, sur la côte nord de la mer Noire. Donc, j'avais plusieurs... elle s'est imposée à moi. Mhm. Je ne l'ai pas forcément cherchée, elle s'est imposée à moi. L'héroïne littéraire devient aussi héroïne de mon roman. Mais est-ce que c'est la même personne? Toute la question est là. Il y a aussi des vieilles femmes, Mhm. effectivement, dans chaque livre. Donc, c'est Baya Boyana qui a un rôle de guide dans la Bulgare. Oui. Et de ton côté, entre Zélie et puis c'est la Oui. Vétula. Alors oui, Ouais, il y a la Vétula au Moyen-Âge, il y a Zélie au XXIe siècle, il y a Mhm. Gabrielle aussi au Oui. XXIe siècle. Et il y a même Félicia en Italie. Mhm. Donc oui, il y en a plusieurs, mais c'est une grande obsession pour moi, les dames qui prennent de l'âge. Ça a toujours été... mes grand-mères rigolaient de ça d'ailleurs, parce que du coup je passe mon temps à les interroger. J'ai une fascination pour les femmes âgées. C'est pour ça que tu as nommé ton roman le roman de la vieille aussi. C'est un hommage Alors, à toutes ces femmes. Oui, c'est drôle parce que j'ai fait une signature il y a quelques jours et il y a une dame d'un certain âge qui est arrivée et qui m'a dit qu'elle était agressée par le titre de mon roman. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était fait exprès parce qu'effectivement je ne sais pas si on est le seul pays du monde, en tout cas chez nous c'est très important, c'est-à-dire que les femmes qui prennent de l'âge ont un nom qui est péjoratif. Vieille, quand on regarde l'étymologie, ça veut dire décharnée et non fertile. Alors que du coup, dans beaucoup de pays où j'ai été, c'est les grandes-mères, c'est les matriarches. Des fois, ça peut même... le mot qu'on utilise pour les vieilles femmes peut même vouloir dire chef de tribu. Donc en fait, et puis même chez beaucoup de peuples, on a tout intérêt à prendre de l'âge, parce que quand on est jeune, on fait les travaux, on est sous la coupelle des adultes. En fait, les vieilles femmes, c'est celles qui se sont libérées de toutes les contraintes sociales, celles qu'on écoute, celles qui donnent leur avis, qui n'ont plus rien à prouver, voilà. Et qui en plus, elles transmettent toutes les connaissances aux plus jeunes. Et dans notre pays, ben non, c'est le sort qui est réservé aux personnes âgées qui n'ont plus du tout ce statut-là. On appelle même les femmes âgées ma petite dame. Alors ça, c'est le truc qui me débecte complètement. Ça devrait être là ma grande dame, et ça devient ma petite dame. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est aussi parce que du coup, dans mes recherches, je suis tombée sur la Pachamama française, c'est-à-dire la terre personnifiée et divinisée. Et dans beaucoup de récits de folklore, on l'appelle la vieille. Donc par exemple, on va retrouver le mont de la vieille, ou alors la source de la pisse vieille. Souvent,
voilà, de la pisse vieille. Du coup, c'est un peu de l'argot et c'est un peu trivial comme ça. Mais en fait, quand on remonte le fil de cette vieille, qui est un peu triviale, dont Rabelais parle beaucoup aussi dans ses romans, donc Rabelais, elle est quand même connue pour sa trivialité. Mais quand on remonte, en fait, on trouve les traces de notre Pachamama locale, en fait, notre Pachamama française, sous le nom de la vieille. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon roman le roman de la vieille. Chez moi, la vieille, au fait, elle est sans âge. Parce qu'au fur et à mesure de la lecture, on comprendra qu'elle est d'une autre essence, forcément, que purement humaine. Baya Buyana. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? En Bulgarie, la plupart des personnages qui sont dotés de pouvoirs magiques, il y a des grandes prêtresses, il y a des grandes guides femmes, il y a quelque chose de très matriarcal qui s'est conservé dans les mythes et les légendes. On a quand même un personnage mag, un magicien, on dit mag, qui s'appelle Boyan. Donc si je l'ai appelée Boyana en la féminisant, c'est aussi quand même pour faire un petit clin d'œil à Boyan Magat, qui est un personnage très respecté, merveilleux, grand prêtre, grand être spirituel. Et Baya, c'est pas un prénom, c'est presque comme un titre. Baya en bulgare, c'est un verbe qui veut dire prononcer des mots doux, murmurés, de façon à aider le destin de quelqu'un, d'aller dans un sens ou dans un autre, de guérir quelqu'un. Et Baya Buyana, ça devient en fait, rien que pour les Bulgares qui vont le lire un jour, j'espère, ils vont comprendre qu'il y a vraiment un jeu étymologique dans son prénom qui n'en est pas un en fait. Baya, c'est comme un titre, une mage. Donc rien que son nom donne l'indication de sa fonction dans le roman. Voilà, et elle est vieille, donc en âge humain, elle doit avoir dans les 70 ans, 75 ans, on ne sait pas trop, mais c'est une personne âgée et forcément très sage et forcément très capable d'accompagner les autres sur leur chemin. Donc là-dessus, nos vieilles se rejoignent. Voilà. Vos romans sont aussi des prétextes pour nous ouvrir les portes à des contrées inconnues. Vous nous parlez d'histoire, de géographie, de culture, de langue. On découvre la Bulgarie, on découvre la France au Moyen-Âge. Oui, pour moi c'était évident, puisque je suis une étrangère en France, même si je suis française et je suis fière de l'être, je reste quand même une Bulgare, en plus avec des origines arméniennes et macédoniennes, donc la multitude des origines et l'importance pour moi en vivant ici, tu le sais, je fais que des chants bulgares, des chants macédoniens, je suis mon travail consiste à transmettre les cultures de mes origines aux Français, aux Occidentaux de façon plus large. Donc c'était tout à fait normal que ça soit la Bulgare, que ça se passe en Bulgarie et que je parle de tout ce qui concerne mon pays, effectivement. J'ai voulu être assez objective, donner les belles choses qui existent, mais aussi parler des choses qui ne vont pas. C'est pas un roman carte postale. Je me suis bien gardée de présenter ce pays comme un endroit idyllique dans lequel tout va bien par rapport à tout le reste du monde. C'est pas vrai, voilà. Mais comme dans chaque culture, que ce soit la nôtre ici maintenant en France, qui est tellement riche, qui a tellement de cultures multiples à l'intérieur de ce qu'on appelle la France, c'est important de revenir aux sources et d'essayer de faire remonter à la surface les belles choses, les bonnes choses, surtout par les temps qui courent. Oui, ça fait penser que moi aussi j'ai essayé de pas montrer un Moyen-Âge trop idéalisé, malgré le fait qu'il y a certains fonctionnements qui se retrouvent dans le fonctionnement du Moyen-Âge, qui sont des fonctionnements qui, moi, me touchent. C'était quand même une période dure et difficile, comme le sont la plupart des périodes humaines. En réalité, on a toujours l'impression que notre période est pire, ou alors des fois on dit le Moyen-Âge c'était pire, ou alors maintenant on dit notre période c'est pire. En réalité, l'être humain il est très fidèle à lui-même, et il est un peu identique à lui-même dans toutes les périodes. Et pourquoi est-ce que j'ai mis mon intrigue dans le sud de la France? J'aurais pu choisir à d'autres endroits. C'est que dans mes recherches, j'ai trouvé dans le sud de la France des fonctionnements au niveau des codes d'honneur qui étaient assez similaires à des
fonctionnement que j'avais rencontré chez les Touaregs, quand j'ai voyagé chez les Touaregs. Donc j'ai étudié des anthropologues, des folkloristes en fait, qui parlent du fonctionnement dans le sud de la France et en Occitanie tout particulièrement. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui était aussi intéressant, en dehors de... Donc effectivement, ça se passe à la période des cathares. Et je ne me suis pas appesantie sur le fonctionnement des cathares, ni sur le fait que ça soit une région cathare. Je n'emploie pas une seule fois ce mot. Oui. En fait, ce qui était important pour moi, c'est de montrer que dans cette zone, comme dans d'autres zones en France, il y avait une volonté de la part de certaines couches de la société de créer justement une société plus harmonieuse. Et malgré le fait que ce soit une société pyramidale, on retrouvait des fonctionnements qui sont un peu des fonctionnements pas vraiment démocratiques, mais en tout cas un peu plus... horizontaux. Horizontaux, voilà, merci, chercher le mot. Un peu plus horizontaux. C'est pas, encore une fois, c'est pas toute la noblesse, on est d'accord, je ne veux pas généraliser et pas non plus idéaliser. En tout cas, il se trouve que par la description qu'on a des troubadours, du fonctionnement du peuple et de la noblesse en Occitanie avant l'arrivée des Français, il y avait des choses qui étaient de l'ordre de créer de l'harmonie sociale. Donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est pourquoi j'ai fait se dérouler mon intrigue dans cette région. C'était important aussi pour moi de parler des systèmes de colonisation. Et pourquoi on colonise, sous quel but. C'est pas seulement coloniser l'Occitanie, en fait c'est pas des questions identitaires, mais c'est aussi, en fait en réalité c'est comment coloniser des espaces de terre. Coloniser des espaces de terre pour s'approprier la terre, pour s'approprier les gens, pour changer les mentalités. Donc voilà, c'était intéressant en fait de parler d'un endroit où il y a vraiment eu une tentative de changement de mentalité et de colonisation. Et ensuite, mon héroïne au Moyen-Âge s'est déplacée jusqu'en Sicile. Alors la Sicile était vraiment très intéressante pour moi par la mémoire qu'elle a gardée de la Grande Mère. Donc en fait, cette sacralité féminine qui n'est pas seulement une sacralité de la terre, mais qui est une espèce de sacralité globale qu'on retrouve beaucoup en Europe de l'Est et en Bulgarie. Et en Sicile, c'était un endroit où c'était vraiment très fort. Et l'autre chose qui était vraiment très intéressante pour moi, c'est que c'est un espace de bordure, un espace de rencontre entre l'islam et la chrétienté. Donc voilà, je parle beaucoup de ça aussi dans mon roman, les rencontres entre les trois confessions chrétiennes, juives et musulmanes. Donc la Sicile, pour moi, en ça, était très intéressante. Voilà. Et puis pour tes racines aussi. Ouais, moi je suis d'Italie, plus du milieu de l'Italie. Oui. Mais oui, effectivement, c'est peut-être pas pour rien aussi que c'est entre la France et l'Italie. Ouais. Vous nous initiez à des langues aussi, dans chaque livre. Donc le bulgare pour la Bulgare et l'occitan, entre autres, pour le roman de la vieille. Vous voulez nous en parler un peu ? Je pense que je l'ai dit, c'est lié à la Bulgarie. C'est important pour moi de mettre des petites phrases en bulgare. Le nom de certains mets, boissons ou même courants dans la musique, voilà, pour que les personnes puissent aussi les prononcer et avoir un petit peu l'impression qu'ils sont sur place, avec leur imagination, avec la sensation de prononcer le mot. On revient encore au sensitif, au sensoriel. Voilà, c'était important. Alors la langue, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait se dérouler mon roman dans cette région. Le basque est la seule langue de France qui n'est pas indo-européenne. Donc c'était intéressant pour ça, parce que du coup, j'ai commencé des recherches sur la spiritualité antérieure aux Indo-Européens, c'est-à-dire antérieure aux Celtes. Souvent, on a l'impression que la France est celtique, que la plupart des pierres qu'on voit dressées sont celtes. En fait, tout ça, les pierres dressées, c'est antérieur aux Celtes. Et il y a un fonctionnement qui est un fonctionnement matriciel, justement, de ce que tu disais dans la Bulgarie, qui est antérieur aux Celtes. En fait, il faut savoir que les Celtes sont des Indo-Européens, et donc en étant Indo-Européens, ils fonctionnent
Donc les femmes ont quand même un statut privilégié chez les Celtes, ce qui ne sera pas le cas après, tout à fait chez les Romains. Mais c'est quand même une société déjà hiérarchisée, avec des castes de guerriers, des castes de prêtres, des castes... Donc je voulais revenir à un fondement pré-indo-européen. Donc la langue était intéressante pour moi, et ce peuple du coup d'Occitanie était intéressant pour moi. Et pourquoi est-ce que je... Donc il y a des poèmes en langue d'oc dans mon roman. Et en fait, la langue d'oc au Moyen-Âge, telle qu'elle s'est élaborée, certains chercheurs pensent qu'elle s'est élaborée en même temps qu'une forme de spiritualité assez particulière, qui est la spiritualité liée justement au culte de la dame. En fait, Dante va évoquer cette spiritualité un peu plus tard, comme étant la spiritualité des fidèles d'amour. Et cette spiritualité s'est élaborée non pas à partir du latin, mais à partir de la langue d'oc. Ça m'évoque aussi quelque chose que pendant une lecture à laquelle tu as participé, Chloé, à Vive mon dimanche, Maya m'avait dit, est-ce que tu n'as pas construit aussi ton roman un petit peu influencé par les études de littérature médiévale que j'avais faites. Et c'est vrai que mes études de littérature médiévale, j'ai consacré 3 ans de ma vie à la légende arthurienne, donc les chevaliers de la table ronde, donc forcément aussi beaucoup le fonctionnement des trouvères, troubadours et le culte de la dame. Et c'est vrai que dans mon bouquin, les personnages, ils ont chacun des chapitres. En fait, on pourrait même commencer le lire par lire que les chapitres concernant Peter, on aura presque un roman à part. Naël, ces chapitres vont faire une autre histoire. Et c'est vrai qu'elle a fait ce parallèle, comme dans la légende arthurienne de Chrétien de Troyes, il y a un roman par personnage. Il y a Yvain, il y a Lancelot, il y a Perceval. C'est elle qui m'a amenée sur cette... Je ne l'avais pas conçue, moi, spécialement comme ça. Et c'est vrai que mes 6 chevaliers français, on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire que ils ont tous aimé une femme bulgare. Donc en fait, s'ils se retrouvent aussi là, c'est aussi pour se reconnecter à cet amour ancien, actuel ou très ancien, en fonction de leurs âges. Et effectivement, il y a un petit peu ce côté aussi chevalier par rapport à sa dame. Oui, alors ce qui m'a frappé dans ton roman, et que du coup qui était aussi important dans le mien, c'est la femme initiatrice. Oui. En fait, c'est la femme qui va amener les hommes à se bonifier, à amener le meilleur d'eux-mêmes. Oui, exactement. En les reconnectant à leur côté sensoriel et moins cartésien. Voilà, c'est ça. Voilà. En revenant à la nature plus en utilisant l'amour, par l'amour, Ouais. en utilisant l'amour, elles amènent le meilleur des hommes. Et moi, c'est un grand questionnement qu'elles ont dans mon roman, c'est comment on peut amener les hommes à créer de l'harmonie et pas de la destruction. Et comment elles utilisent du coup leur propre féminité, leur propre pouvoir de séduction pour les amener vers ce chemin-là. Effectivement, la spiritualité d'une partie des chevaliers en France, dans toute la France, mais du coup là dans le sud, c'était cette spiritualité de l'amour en fait. De l'amour, mais pas dans le sens romantique du 19e siècle. Oui, absolument. C'est l'amour qui fait grandir spirituellement, qui fait grandir spirituellement, qui fait grandir socialement, qui fait... Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Même si c'est pas du tout à la même époque, voilà, je pense que grâce à Maya et puis ce que tu viens de dire, effectivement, oui, il y a de ça. Comme quoi, on est influencé par notre vécu, par les études qu'on a fait, par les choses qui nous touchent de façon générale, que ce soit dans la littérature ou dans le monde, et ça se retrouve dans les livres. En lisant vos livres, j'ai senti l'envie effectivement de se détacher de pensées cartésiennes, se détacher du mental pour essayer de tendre vers un rapport aux choses plus intuitif, plus créatif et une ouverture au monde par le biais des sens. Est-ce qu'on peut vraiment opposer par contre le mental et l'intuitif dans vos romans? Ou est-ce que c'est plutôt deux choses qu'il faut rassembler, qui sont complémentaires? Alors je vais bien commencer. Du coup, le personnage d'Adela est exactement là-dedans. En fait, c'est une petite fille qui est élevée par son oncle, du coup, dans la forêt. Donc, elle vit dans la forêt et son oncle est chaman. Et donc, elle a un rapport au monde complètement intuitif. Elle parle aux plantes, elle parle aux animaux. C'est pas parler, c'est qu'elle est dans l'état... elle se met dans le même état empathique par rapport à son environnement.
Donc elle se sent complètement interreliée avec son environnement. Elle voit très peu d'humains, à part les humains qui viennent pour être soignés, qui font le long chemin pour être soignés par son oncle. Donc en fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, elle a vraiment grandi en osmose avec son environnement. Et puis sur la volonté de sa mère, elle va devenir damoiselle. Alors les demoiselles, c'est les jeunes filles qui rentraient au service d'une dame. Et en rentrant au service d'une dame, du coup, elles étaient éduquées par cette dame. Donc elle va recevoir en fait une éducation qui est une éducation livresque. Elle va apprendre à lire le latin, à lire aussi l'hébreu et à lire aussi la langue d'oc. Et donc elle va commencer à rencontrer le monde des livres. Et justement, ce qu'elle décrit, la chose qui lui est douloureuse, c'est qu'elle commence à avoir le goût pour les livres et pour les merveilles qu'elle découvre. En plus, il faut voir les livres du Moyen-Âge, ils sont absolument sublimes. Donc elle décrit en fait l'ambiguïté et la douleur qu'elle ressent de perdre en fait des perceptions, au niveau des perceptions qu'elle avait développées étant enfant par rapport à son environnement. En fait, comme elle développe d'autres capacités au niveau du cerveau, elle va perdre certaines capacités qu'elle avait jusque-là. Et donc, toute l'histoire d'Adéla, ça va être justement de réunir les deux mondes, le monde de l'écrit et le monde de l'intellect, et le monde du sensoriel. Et elle va faire comme ça des allers-retours entre l'un et l'autre jusqu'à trouver un équilibre. Et dans mon roman, il y a 3 personnages qui sont très emblématiques de ce que tu nous dis, opposition ou non du sensoriel et du mental. Si je prends l'écrivain comme exemple, Raymond, c'est quelqu'un qui étudie la littérature bulgare et qui l'enseigne pendant 30 ans à la Sorbonne, sans avoir jamais mis le pied en Bulgarie, ni même dans l'endroit même où il est spécialiste du grand Jordan Yovkov, celui-là même qui a écrit Albena. Mais donc, il étudie que de façon mentale et cartésienne, j'ai envie de dire, les personnages de cet écrivain, le vécu de cet écrivain, mais jamais ça lui est venu à l'esprit d'aller visiter sa maison qui est devenue musée ou de se promener dans les terres où l'écrivain bulgare a grandi, ou ne serait-ce que de respirer l'air bulgare pour essayer de voir, d'observer les femmes, de comprendre aussi d'où vient cette fascination pour la belle femme qui devient pécheresse ou pas, mais voilà. Donc en voilà un qui est purement mental et qui veut apprendre des choses uniquement par le biais de l'esprit, sans aller approcher de façon tangible les endroits dont il parle. C'est l'Occident tout entier qui est un peu comme ça, malheureusement. Et je me suis aperçue, moi, en tant que Bulgare, la Bulgarie étant à cheval entre l'Orient et l'Occident, c'est une place très particulière parce qu'on n'est ni vraiment orientaux pour les orientaux, on n'est pas occidentaux pour les occidentaux. On est un endroit, presque un no man's land, les Balkans, un endroit un peu mystique qui est traversé par tous les courants orientaux et occidentaux et qui, en plus de ça, a une culture et nature propre. Et quand on arrive en France, pour quelqu'un comme moi, on s'en rend très vite compte que si on n'est pas dans l'esprit cartésien, si on n'abandonne pas le tactile avec lequel on arrive en tant que bulgare ou étranger, et ben on est mal vu, on est mal jugé. Être tactile, chez nous, c'est normal. On communique aussi par nos sens. Voilà. On m'avait tout de suite jugé d'après ça, etc. Donc il a fallu que j'apprenne qu'on ne touche pas les gens quand on leur parle, par exemple. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Et dans le roman, il y a aussi donc le musicien Ira qui va complètement incarner ça. Voilà quelqu'un qui veut faire de la musique, qui se nourrit de la musique, qui comprend qu'il peut donner beaucoup de choses à la musique parce qu'il est bourré de talent, mais qui ne va pas pouvoir le faire parce qu'on lui a appris que la musique, ça s'apprend que par la partition, que par le mental, que par la reproduction de ce qui est écrit, qu'il peut y avoir une lecture à peu près personnelle d'une mélodie, d'une œuvre classique, mais au final qu'il faut quand même servir ce que le compositeur a voulu dire par cette œuvre. La part de créativité et d'intuition est quand même très réduite, et moi je le vois énormément avec mes élèves qui viennent à moi et au chant bulgare pour pouvoir se libérer du carcan
du conservatoire ou de la partition, du mental, pour pouvoir se reconnecter à eux-mêmes, à la sensation pure que le chanter crée dans le corps. Ça masse les organes. Voilà. Donc Ira va apprendre ça en Bulgarie parce qu'il va être au contact de musiciens traditionnels qui n'envisagent pas la musique comme lui, même s'ils en ont fait eux-mêmes aussi du classique. Mais il y a un autre esprit, une autre conception de la musique en tant qu'art, en tant que... Mais d'ailleurs, excusez-moi, je te coupe, parce qu'en fait, ça me fait penser que, du coup, j'avais entendu dire en fait qu'il y avait effectivement dans la musique aussi, il y a un avant et après Moyen-Âge en France. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, en fait, la musique est modale. Oui. Et donc, du coup, beaucoup plus intuitive, et qu'après, au fur et à mesure qu'on va développer un intellect très fort, tout simplement. Voilà. Et l'écrit, la musique va suivre exactement le même chemin. C'est ça, ça va la fixer, ça va l'appauvrir. Et donc, du coup, dans mon roman, en fait, je retrace le chemin arrière pour essayer de revenir justement à ce mode de fonctionnement qu'on avait aussi. Mais du coup, on avait au Moyen-Âge. Et qu'ensuite, petit à petit, ça s'est perdu. Oui, tout à fait, on en parle beaucoup avec mes collègues spécialistes de ces questions-là. Et on observe le même phénomène. Et encore une fois, chez les Bulgares, ça s'est peut-être conservé à cause et grâce, je dirais même, à l'occupation ottomane ou aux nombreuses invasions, etc. Parce qu'il a fallu que par l'oralité uniquement, on conserve notre culture et notre mode de chanter ou de penser nos mythes, légendes, notre langue et notre foi. Donc tout ça se fait de façon orale. Et quand c'est une transmission orale, l'oreille, elle entend toujours. Voilà. Le corps prend la subtilité, ce que l'écrit ou la tradition écrite ne peut ou très difficilement rendre vraiment compte de ça. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le personnage de Peter qui, je pense, j'avais pas prévu que ce soit un personnage sympathique, mais au fur et à mesure que je le créais, il a commencé à vivre sa propre vie et je me suis aperçue que c'était lui, au fait, le pont entre l'Orient et l'Occident. Le personnage, à la base, le plus cartésien et le plus scientifique, l'esprit le plus carré de tous mes personnages se retrouve à être finalement celui qui va faire le lien entre les deux mondes parce qu'il va apprendre en Bulgarie et il va accepter sa part de intuition sensorielle de son côté médium, je peux le dire, parce que c'est ce qu'il est, en fait. Et c'est ce que, de tout son être, toute sa vie, il a rejeté en se cachant derrière la science. Mais il comprend, et Baya Boyana sera là pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'opposer ces deux mondes, et qu'ils peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Encore faut-il le vouloir. Encore une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Imayan, ton roman est le premier roman d'une trilogie. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui va se passer ensuite ? Alors, donc ce roman-là, j'ai porté mon attention beaucoup sur les femmes. Certains hommes me l'ont reproché d'ailleurs. En fait, certains hommes ont eu l'impression que, en fait, c'était... Je pense que ça vient des questionnements actuellement sur le féminisme et les hommes ont toujours l'impression d'être en porte-à-faux ou d'être fautifs de quelque chose. En fait, c'était pas du tout le cas. C'était juste que mon roman parle de la transmission des héritages symboliques et beaucoup l'héritage des femmes. Mon deuxième tome est plus axé sur les problématiques rencontrées par les hommes et sur la rencontre, les difficultés de rencontre entre hommes et femmes et la rencontre sur le plan sensoriel et sur le plan intellectuel et spirituel de l'homme et de la femme. Voilà. Ambitieux. Excellent. Ça, c'est la grande ligne. Oui. Ça, c'est la grande ligne. Mais en fait, du coup, ça se finit un peu sur... Il y a encore des mystères à résoudre, en fait, qui vont, du coup, petit à petit être résolus. Et en fait, comme je disais, mon héroïne, Adela, on va la retrouver sur la totalité du XIIIe siècle. Y compris sur mon 3e tome, elle va partir en Égypte. Donc... dans les croisades en Égypte. Mais voilà, sinon, du coup là, je suis dans l'écriture effectivement du 2e tome. J'espère que je vais bien avancer. J'ai encore fait beaucoup de recherches. Je pensais qu'en ayant fait 10 ans de recherche, j'avais déjà bien déblayé les choses. En réalité, voilà, il y a une profondeur qui demande vraiment du temps pour être remontée à la surface. Donc... Et Milena, qu'est-ce que tu écriras ensuite ? Est-ce que tu as des projets de romans ? Oui, il y en a un.
Je ne peux pas encore dévoiler. Je ne peux pas dévoiler parce que moi-même, je ne suis pas tout à fait au clair. J'ai les grandes lignes, c'est ce que je disais à Emmaïen tout à l'heure. J'ai les grandes lignes, je sais ça va parler de choses à la fois contemporaines et à la fois qui se sont rencontrées par le passé, mais avec un discours peut-être. Je me demande si je ne vais pas partir sur une forme plutôt toujours romanesque, mais un peu féerique, sans que ça soit du fantastique, hein, mais quand même comme si c'était un conte ancien, un petit peu avec des contes imbriqués à l'intérieur du conte. J'ai toujours été fascinée par les mille et une nuits, par la structure, pas seulement par les histoires, mais l'imbrication de l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, et que quand on touche une histoire, ça ouvre la porte sur une autre histoire. Et toujours cette fascination entre Orient et Occident, forcément, ça m'intéresse, l'interaction entre les deux. Mais ça ne sera pas historique, ça ne sera pas comme toi, c'est pas quelque chose qui m'amènera à faire des recherches. Encore une fois, je vais être beaucoup plus proche de la psychologie de mes personnages plutôt que d'un cadre global de l'humanité à l'arrière-plan, en fait. Non, non, vraiment, je pense que ça m'a trop donné envie de continuer dans ce sens-là. Dans ce roman, j'ai donné la parole surtout aux hommes. Ça m'a pas été reproché. Curieusement. Mais c'est vrai que là, j'ai envie plutôt de faire parler des femmes. Voilà. Ça veut pas dire que je vais mettre l'accent sur que le féminin ou que je vais sublimer le féminin sacré par rapport à un masculin qui serait pas sacré. Pas du tout. Non, non. Au contraire, j'ai envie d'aller aussi dans le féminin avec ce qu'il a aussi de pas si réjouissant que ça. Et ça m'intéresse et ça m'interpelle beaucoup. Peut-être par mon métier de chanteuse. Donc je pense que je vais beaucoup parler de problématiques forcément qui me touchent pour les romancer, les mettre dans une histoire atemporelle, qui n'est ni aujourd'hui ni hier. On ne sait pas dans quel siècle et puis on s'en fout. Voilà, je pense que c'est vraiment sur la psychologie des personnages, encore une fois, que j'ai envie d'aller. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Chloé. Voici donc les deux romans dont on a parlé, La Bulgare de Milena et Le roman de la vieille d'Imaian. Merci à vous et au plaisir de continuer de voyager par vos livres. Merci.